Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédo. Il est 8h12 sur Sud Radio et mon invité politique ce matin, c'est Edwige Diaz, députée RN de Gironde et vice-présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et bonne année à tous vos auditeurs. Et mes meilleurs vœux également, merci d'être avec nous ce matin. La une de cette actualité qui n'a pas décidé visiblement de prendre la fameuse route de la trêve des confiseurs, c'est ce qui se passe du côté de l'Ariège à nouveau, la dermatose nodulaire, nouvel abattage alors que la plupart du troupeau, le troupeau, a été vacciné. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement s'est planté dans sa façon de gérer la crise, de gérer cette vision, cette stratégie vaccinale ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. En tout cas, moi, je me souviens qu'au mois d'octobre, le 28 précisément, notre collègue député du Rassemblement national, Julien Rancoul, avait alerté la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, pour lui dire « Prévoyez suffisamment de vaccins, anticipez cette crise parce que nous courons à la catastrophe ». Hélas, comme souvent, le Rassemblement national, qui avait raison, n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des drames pour l'agriculture, bien sûr, parce que quand on abat un cheptel, eh bien, c'est tout un patrimoine génétique du troupeau qui disparaît, mais c'est aussi et surtout une catastrophe sentimentale aussi pour les agriculteurs, doublée d'une catastrophe économique. Et puis, cette crise de la dermatose nodulaire contagieuse, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que les agriculteurs sont en souffrance depuis très longtemps. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai réécouté les vœux d'Emmanuel Macron de l'année dernière. Et il disait, nous allons continuer d'être aux côtés des agriculteurs. Mais c'est pas vrai, il était déjà pas aux côtés des agriculteurs l'année dernière, et il ne l'a pas été visiblement cette année. Donc moi, je voudrais le dire, oui, au Rassemblement national, nous soutenons vraiment nos agriculteurs, et nous nous battons pied à pied, que ça soit au Parlement européen, que ça soit à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas les grands sacrifiés de la souveraineté nationale. Cette crise-là, Edwige Diaz, on était tout à l'heure avec le directeur de la Chambre de l'agriculture du côté de l'Ariège. Il nous disait, bon, maintenant il faut changer de stratégie. Comment on change de stratégie ? Vous, le Rassemblement national au pouvoir face à une telle crise, quelle décision vous prenez ? En fait, Marine Le Pen l'a exprimé très clairement. Elle a dit, il faut réunir les acteurs de la filière, donc les agriculteurs, les chambres, les vétérinaires, les industriels aussi, pour voir ce qu'il existe comme vaccin, parce qu'en fait les vaccins sont même pas produits en France. Et d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement n'a pas pu vacciner l'ensemble du cheptel français, parce qu'en fait nous avons totalement désindustrialisé notre pays, donc nous ne sommes plus en mesure d'avoir notre souveraineté en matière de vaccination. Que le gouvernement n'avait pas les doses nécessaires. Quand les agriculteurs nous disent il y a quelques mois on a demandé une vaccination, on ne nous l'a pas accordée, c'est parce qu'il n'y avait pas les doses nécessaires. Oui, c'est ça, c'est parce que comme la question de la santé, comme tout le reste, a été méticuleusement détricotée par Emmanuel Macron, si bien que tous les vaccins qui ont été injectés à nos animaux, eh bien en fait sont pour l'immense majorité d'entre eux des vaccins importés. C'est quand même pas normal qu'en France on en soit là. Et je le dis, en fait, le gouvernement a capitulé dans tous les domaines. Et franchement, Madame Genevard, qui a fait des pieds et des mains pour rester au gouvernement, eh bien son rôle c'était d'anticiper cette crise, c'était d'être aux côtés des agriculteurs. Et très sincèrement, je le dis, pas d'envoyer les blindés contre les agriculteurs. Moi, vous voyez, il y a quelques jours, j'étais au barrage, dans un barrage en Gironde, c'est le barrage de Cestas. J'ai été voir les agriculteurs pour leur apporter mon soutien. Ils m'ont dit, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons méprisés. Edwige Diaz, par exemple, que avec un tel bilan, en tout cas que vous concluez de la part de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est-ce que tout simplement, elle doit ce matin tirer les conclusions et démissionner face à une telle crise ? Écoutez, oui, de toute façon, je pense que Madame Genevard n'a rien fait pour sauver l'agriculture depuis qu'elle est en place. Regardez, dans quelques jours, elle devrait démissionner. Oui, parce que regardez, dans quelques jours, le Mercosur va peut-être être signé. Enfin, vous voyez, en fait, c'est vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, Madame Genevard n'a pas du tout été protectrice pour les agriculteurs. Donc oui, en effet, si elle démissionnait, je pense que personne ne la regretterait. Mais bon, après, je pense pas qu'elle le fasse. Hélas, vous savez, c'est un peu comme Emmanuel Macron. Je pense que s'il démissionnait, beaucoup de Français s'en réjouiraient. Hélas, il n'a pas prévu de le faire. Autre actualité également, ce 2 janvier, le bilan a été tiré de cette nuit de la Saint-Sylvestre du Réveillon. C'était une tolérance zéro qui avait été prônée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et pourtant, le bilan est là. 1173 véhicules ont été brûlés en France. Plus de 505 interpellations. Est-ce à dire qu'il n'est plus possible de passer un Réveillon de la Saint-Sylvestre
paisiblement en France. Mais oui, c'est absolument incroyable les chiffres que vous avez évoqués, qui sont supérieurs à ceux de l'année dernière. Et moi, je vais vous dire, ce qui m'a surtout choqué, c'est le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, qui dit que les violences urbaines ont été limitées. Enfin, pardon, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui se sont réveillées le 1er janvier sur avec plus de voiture. Millions. Voilà. Bah oui, enfin d'accord, mais je veux dire, c'est 1000 personnes en fait, des victimes innocentes, si vous voulez, des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc déjà, la banalisation de ces violences urbaines est particulièrement indigne. Et il y a autre chose qui manque dans le communiqué de presse en question, c'est qu'il n'y a pas eu un mot pour les policiers et les gendarmes qui ont été blessés. Et là aussi, la banalisation de la violence, de la haine anti-flic émanant du gouvernement. De l'Intérieur banalise les violences du quotidien. Écoutez, quand vous n'en parlez pas, c'est même, j'ai envie de vous dire, c'est même pire qu'une banalisation, c'est une invisibilisation. Alors comment vous voulez être crédible après quand vous dites que vous êtes du côté des policiers? Évidemment que là, je pense que c'est un affront, c'est du mépris. C'est une vraie question, Edwige Diaz. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le ministre de l'Intérieur, haut fonctionnaire au parcours de fait irréprochable, qui connaît parfaitement les rouages de cette institution et même une partie des services secrets, est-ce que pour vous, il est dans une politique, peut-être pour calmer les choses, d'invisibiliser la réalité? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que chaque année en France, pour la Saint-Sylvestre, c'est le chaos en bas et le déni en haut. On a quand même des ministres de l'Intérieur qui se succèdent et qui tolèrent le chaos, qui l'ont parfois excusé, et maintenant qu'en viennent à le nier ou l'invisibiliser. Mais moi, ce que je veux dire, si vous me permettez de développer juste un petit point, c'est qu'en fait, cette situation n'est pas le fruit d'une fatalité. Elle est le résultat de choix politiques. Marine Le Pen, en 2023, a proposé un plan anti-émeute. Pourquoi le gouvernement ne s'en est pas saisi? Notre plan anti-émeute, il était clair. C'était appliquer le principe du casseur-payeur. Vous cassez, vous payez. Et si vous êtes insolvable, vous payez jusqu'à la fin de votre vie. Oui, peut-être, mais on peut aussi regarder ces délinquants-là. Il faut les expulser de leurs logements sociaux. Ces délinquants, il faut vérifier s'ils sont bénéficiaires d'un titre de séjour. S'ils ont un titre de séjour, il faut leur retirer ce titre de séjour et mettre les plaines planchées pour ceux qui attaquent nos policiers. Mais ça, Edwige Diaz, c'est très bien quand, on les interpelle, c'est très bien quand, malheureusement, l'acte est commis. Je me mets à la place de beaucoup de ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'ils aimeraient se dire, potentiellement, si demain nous devons voter pour le Rassemblement national, qu'est-ce qui ferait que eux, au pouvoir, ignoraient pas ces violences urbaines? Qu'est-ce qui fait que vous réussiriez à empêcher ces actes, non pas à les condamner de façon exemplaire, mais à les empêcher? Oui, mais déjà, si vous expliquez clairement les sanctions qui découleraient de vos actes, je pense que ça contribue largement à la dissuasion, vous voyez. Et regardez, un autre point que je voudrais évoquer avec vous, typiquement, nous avons rejeté le budget à l'Assemblée nationale. Et heureusement que nous l'avons rejeté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement envisageait de mettre une taxe de 5% sur les contrats d'assurance, donc pour un total de 750 millions. Surtaxe émeute, on en a parlé exactement, ici. La surtaxe émeute, mais est-ce que c'est normal dans un pays comme la France que ce soit les honnêtes gens, ceux qui payent leur contrat d'assurance, qui doivent payer une surtaxe pour réparer ce que les délinquants commettent et qui bénéficient d'une impunité judiciaire incroyable? Regardez, j'ai vu qu'il y avait donc 403 gardes à vue, notamment des gardes à vue qui ont été menées parce que des personnes ont été prises avec des bonbonnes de protoxyde d'azote. Donc j'ai été regarder dans nos codes, qu'est-ce qu'on risque quand on est en détention de protoxyde d'azote? Écoutez, on risque une amende et la confiscation du matériel. Mais ça, franchement, le ministre c'est pas tellement de l'Intérieur qui va empêcher les délinquants de se balader avec ces protoxydes d'azote. Dans un grand entretien au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il préparait largement des textes pour que ce soit plus durement sanctionné. Est-ce que sur ça, quand même, par exemple, puisque vous le critiquez, le Rassemblement national apportera son soutien à un texte comme celui-ci venant de la part du ministre de l'Intérieur? Dès lors qu'il s'agit de sanctionner plus sévèrement les délinquants et de protéger les honnêtes gens, évidemment que nous serons au rendez-vous. Mais là, pardon, c'est une communication. Je veux dire, on sait très bien que le mois de janvier va être très perturbé avec notamment la question budgétaire. Donc ce texte, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais je pense que là, c'est de la poudre aux yeux. C'est le gouvernement qui essaye de gagner du temps, comme d'habitude. Restons sur ces violences qui ont eu lieu pour beaucoup, hélas, dans des villes. Les villes, question prioritaire pour les municipales qui arrivent dans quelques longues semaines. Est-ce que pour les municipales, le RN est prêt? Jordan Bardella et Marine Le Pen ont évoqué dans leurs vœux un esprit de conquête. Et à partir de combien de villes on pourrait estimer que c'est une véritable victoire pour le Rassemblement national? Oui, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est qu'en effet, la question de la sécurité sera au cœur des programmes municipaux de tous les candidats RN, qui sont au nombre de plus de 650 à avoir d'ores et déjà été investis. Et moi, j'adresse tout mon soutien. D'ailleurs, c'est ce que je peux souhaiter à mes collègues qui seront candidats tête de liste pour les municipales. C'est ce que je peux leur souhaiter pour 2026, c'est de faire leur rentrée dans les conseils municipaux et de gagner les villes. Sur le chiffre, écoutez,
on verra. Vous savez, les municipales, c'est particulier. Il peut y avoir des entre-deux tours, etc. Non, écoutez, nous, l'objectif, c'est d'avoir le plus d'élus municipaux possible, de remporter le plus de mairies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces élections municipales, elles seront capitales. Pour préparer 2027, évidemment. Ça signifie combien de personnes quand vous dites un certain nombre d'entrées dans les conseils municipaux ou autres? C'est combien de personnes? À partir de quand vous dites? Non, mais c'est trop précis, c'est trop compliqué. Puis en plus, si je donnais un chiffre, vous voyez, on va pas s'aventurer là-dessus, parce que s'il manque 10 personnes, on dira le Rassemblement national n'a pas atteint ses objectifs. Et si on a 100 personnes de plus, on dira oh là là, vous avez été surpris, vous attendiez pas à ça. En tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est que nos candidats font une campagne de terrain remarquable, et il est encore temps de figurer sur les listes. Il est même encore temps de monter des listes. Donc je me permets d'être à votre antenne pour lancer un message à tous les patriotes de France et leur dire que leur implication dans ces campagnes municipales est absolument nécessaire, parce que chaque place qui sera obtenue, chaque poste de conseiller municipal qui sera obtenu par un candidat du Rassemblement national, eh bien c'est un poste en moins qui sera donné ou à des candidats dangereux comme ceux de la France insoumise, ou alors des candidats inutiles comme les macronistes. En attendant de votre part, en tout cas, une vague bleu marine sur les villes de France, il y aura une autre étape que la chef du Rassemblement national, Marine Le Pen, en tout cas du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, doit affronter. C'est naturellement son procès. C'est une audience qui se déroulera du 13 janvier au 12 février. Il faut rappeler qu'elle avait été naturellement condamnée déjà en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes, mais surtout à une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire pour détournement de fonds publics. C'est la fameuse affaire des assistants parlementaires. Les magistrats avaient considéré qu'il y avait eu tout un système mis en place. Est-ce que cette fois-ci, elle va changer sa stratégie de défense? Bon, ça, ce sont ses avocats qui s'exprimeront à ce sujet. Mais en tout cas, en effet, pour 2026, je souhaite à Marine Le Pen que la justice reconnaisse son innocence. Je crois que beaucoup de Français attendent cette décision de justice, à la fois son innocence, mais aussi la levée de son inéligibilité, parce que je considère que dans un pays démocratique, eh bien, ce sont les Français qui doivent pouvoir décider qui se présente ou pas à l'élection présidentielle, et ça ne doit pas être l'affaire de quelques juges, d'autant plus que la magistrate de première instance avait clairement révélé que sa décision était une décision politique. Donc j'espère que les juges d'appel, eh bien, eux feront preuve d'impartialité, de neutralité, et qu'ils reconnaîtront l'innocence de Marine Le Pen, qui est réelle. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je lui souhaite pour 2026, et je sais que c'est ce que beaucoup de Français souhaitent à Marine Le Pen aussi pour 2026. Est-ce que ce n'est qu'un problème politique ? En tout cas, oui. Enfin, vous voulez que ce soit quoi d'autre? La magistrate l'a dit. Elle a dit. Il faut pas que Marine Le Pen se présente. Si jamais en deuxième instance, les vœux que vous formulez de neutralité, on va dire d'absolue sincérité dans leur jugement, condamnent à nouveau Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous aurez comme défense? Parce qu'on ne pourra plus dire on a empêché Marine Le Pen. On devra simplement dire, vous devrez simplement dire, elle a été condamnée. Écoutez, parce qu'elle a fauté. Je ne souhaite pas que ça arrive, et on verra chaque chose en son temps. En tout cas, là, je sais que Marine Le Pen est quelqu'un de très combatif. Elle a dit qu'elle serait présente au procès tous les jours, comme c'était le cas l'année dernière. C'est une femme extraordinaire. Je dis pas ça parce que c'est ma présidente de groupe. Je dis ça parce que c'est un sentiment que de très nombreux Français partagent. Elle l'a dit, elle sera combative, déterminée, et nous, en tout cas, nous serons derrière elle, parce que je pense que ce soutien lui fera chaud au cœur. Je sais que l'année dernière, quand il y avait eu la pétition de soutien à Marine Le Pen, qui avait recueilli quasiment 1 million de signatures, je sais que ça lui avait fait très chaud au cœur. Donc voilà, nous serons une fois de plus à ses côtés, derrière elle, pour la soutenir dans cette épreuve qu'elle ne mérite pas de subir. Et une audience et forcément un procès qui sera énormément scruté, y compris outre-Atlantique. Figurez-vous, vous avez vu que l'administration Trump, après avoir interdit de séjour notamment Thierry Breton, parce qu'il avait formulé des vœux qui ne correspondaient pas aux attentes du président américain, figurez-vous que l'administration va également surveiller de près le jugement de Marine Le Pen, avec peut-être la volonté d'interdire de séjour certains magistrats qui condamneraient Marine Le Pen. N'est-ce pas tout simplement une vision qu'il faut condamner? N'est-ce pas de l'ingérence étrangère? Oui, en tout cas, nous n'avons pas demandé ça à l'administration de Donald Trump. Marine Le Pen n'a pas réagi non plus à ces propos. Écoutez, on verra bien si cela se produit. En tout cas, c'est pour le moins surprenant, déroutant. Est-ce qu'il ne faut pas le condamner? On imagine que venant d'un autre pays, sur un autre procès, tout le monde serait étonné, condamnerait? Oui, c'est sûr que nous, au Rassemblement national, nous ne sommes pas pour les ingérences. Donc écoutez, si jamais l'administration Trump venait à mettre en application ces dispositions, écoutez, je pense qu'on réagirait. Mais en tout cas, ça ne vient pas de nous. Nous n'avons pas demandé ça. Si, je veux dire, on n'a pas vocation à soutenir ce genre de proposition. Bon, vous savez, voilà, c'est Donald Trump, il est comme il est. Mais vous condamnez sur le principe?
En tout cas, nous, on l'aurait pas fait, quoi. Voilà, c'est sûr. Trump fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, mais en tout cas, nous, ça nous serait pas venu à l'idée, si nous étions au pouvoir, d'appliquer cela à l'égard d'un autre pays, disons-le clairement. Vous en parliez beaucoup et ce sera l'affaire des prochaines heures et des prochains jours. C'est le fameux retour à ce jour sans fin qui s'appelle l'étude d'un budget. Vous êtes en commission des finances également, Edwige Diaz. Est-ce que vous voyez dans les circonstances, celles qu'on a pu les voir les derniers jours, les dernières heures, à nouveau une voie de passage? Non, je ne vois pas de voie de passage. Pourquoi ? Parce que le gouvernement fait preuve d'un sectarisme inouï à l'encontre du Rassemblement national. Il ne cesse de parler. Inouï. Oui, ils semblent pourtant vouloir parler à tout le monde, le gouvernement. Non, mais c'est pas vrai, ils ne le font pas. Regardez, ils passent leur temps à dire qu'il faut un compromis. Mais combien d'amendements Madame de Montchalin a-t-elle accepté venant du Rassemblement national ? Quasiment aucun. Donc, si vous voulez, en plus, il y a un principe en France, c'est que l'opposition s'oppose. Et l'opposition s'oppose au budget. Donc, parce que vous voyez, le budget, c'est la matérialisation politique de sa vision politique. C'est sa matérialisation budgétaire de sa vision politique. Et donc, oui, en effet, entre le Rassemblement national et les macronistes, j'ai envie de vous dire même ce parti unique, parce que dans les macronistes, aujourd'hui, vous comptez les républicains, vous comptez les socialistes, eh bien, en effet, nous n'avons pas la même vision pour le pays. Donc, il n'y a pas de raison que nous votions pour ce budget, mais je vais vous dire pourquoi, s'il reste en l'état actuel, nous continuerons de voter contre. Et d'ailleurs, nous avons bien fait de voter contre au mois de décembre parce que nous avons protégé les Français. C'est ça, en fait, notre boussole principale. C'est comment on fait pour protéger les Français. Vous connaissez l'éternelle question. Est-ce que ça veut dire que si ça ne vous satisfait pas à ce point, vous déposerez une motion de censure dès la reprise des discussions? Mais de toute façon, on ne s'interdit absolument rien. Je vais juste vous dire pourquoi nous avons bien fait de voter contre ce budget et ainsi nous avons protégé les Français, notamment les retraités, vous voyez, parce que le gouvernement voulait instaurer, vous savez, c'était la réforme de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Donc en fait, le gouvernement voulait faire 1 milliard d'euros d'économies sur le dos des retraités. Il voulait de manière abjecte fiscaliser les indemnités journalières versées aux personnes en affection longue durée. Donc face à ça, vous ne vous interdisez rien et on l'a bien compris ce matin. Et nous appelons à la dissolution, ça sera le seul moyen de permettre à la France d'adjoter d'un budget. On retourne à cet appel à la dissolution. Exactement. Dernière question, Edwige Diaz. Alexis Corbière, votre confrère du côté plutôt gauche de l'hémicycle, mène un nouveau combat dans une lettre adressée à Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. L'ancien député LFI, qui siège désormais avec les écologistes, a eu une proposition étonnante. Il a appelé un renouvellement des œuvres comme les tableaux, statues et copies exposées au sein du Palais Bourbon. Selon lui, elle reflète une vision historique amputée. Il faudrait mettre un peu plus de diversité. Vous le soutenez ? Non, mais franchement, ils ont que ça à dire, la France insoumise. Je veux dire, ils se rendent pas compte que, ou les écologistes, oui, parce qu'on sait plus trop, Monsieur Corbière, où est-ce qu'il siège, mais en tout cas, l'extrême gauche n'a rien d'autre à dire, n'a rien d'autre à proposer aux Français. Bien sûr visages plus représentants de la diversité, c'est pas choquant. Non, mais en fait, ils sont obsédés par une vision racialisée de la société. Ils sont en train d'essayer de flatter une clientèle électorale. Je vais dire, nous, au Rassemblement national, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Français. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, peu importe leur origine. C'est une forme de racisme, ce qu'ils font ces derniers jours. En quelque sorte. En quelque sorte, je le dis. On a bien vu les propos absolument indignes de notre collègue, la France insoumise, Monsieur Bilongo. Je veux dire, on voit que l'extrême gauche vraiment s'enferme dans une vision racialisée de notre pays et qui est éminemment c'est quoi, c'est du racisme inversé génératrice de division. Oui, c'est ça. Et donc, écoutez, pendant que Monsieur Corbière se fait des nœuds au cerveau ou essaye de flatter une clientèle électorale, nous, au Rassemblement national, nous travaillons dans l'intérêt des Français et nous proposons des mesures de manière à leur rendre du pouvoir d'achat, à rétablir la sécurité et à lutter contre l'immigration. Edwige Diaz, députée RN de Gironde et vice-présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir été à mon micro ce matin et donc mes meilleurs vœux, ainsi que visiblement du courage pour les quelques épreuves municipales et budgétaires qui arrivent dans les prochains jours. Dans un instant sur Sud Radio, on retrouvera naturellement les grands tabous de l'histoire et à partir de 9h, vous avez la parole. 0826 300 300. Ce qui se passe du côté de l'Ariège, l'abattage d'un troupeau malgré la vaccination, est-ce que ça signe tout simplement l'échec de la stratégie du gouvernement? Vous avez la parole. 0826 300 300. On en parle avec vous à partir de 9h. À tout de suite.